Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission politique. Ce soir sur le plateau, Max Mathiasin, qui est un député de la Guadeloupe, un député parmi les 4 que nous avons ici. Et Max Mathiasin aura à cœur de répondre à quelques questions d'actualité et puis nous arriverons à son travail parlementaire. Max Mathiasin, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, question d'actualité, le carnaval en Guadeloupe, le carnaval de Pointe-à-Pitre a fait déjà couler beaucoup d'encre. Alors, que pensez-vous de notre carnaval? Est-ce qu'il faut cadrer, recadrer? Comment avez-vous analysé la situation? Oui, je pense au carnaval, qui est une tradition et qui doit se continuer, mais je pense plus généralement le carnaval, ce qui s'est passé dans le carnaval me fait penser à un climat général qu'il y a en Guadeloupe aujourd'hui. Ce climat d'insécurité, cette capacité qu'ont les gens, certaines personnes, de sortir, que ce soit des armes blanches ou d'autres types d'armes. Cette espèce d'ambiance qui fait que lorsqu'on est quelque part maintenant en Guadeloupe, dès lors qu'il y a foule, alors que ça ne se passait pas comme ça il y a quelques années, peut-être une dizaine, une quinzaine d'années, on a cette impression d'insécurité. On a cette impression qu'il y a une catégorie de personnes pour lesquelles la vie sociale, le lien social, le respect de l'intégrité de l'autre, le respect de l'intégrité du pays, l'attachement à ce qui est essentiel en nous, c'est-à-dire la solidarité, une forme d'amour que nous pouvions échanger entre nous, eh bien, ceci n'a plus d'importance. Comme si nous n'appartenions pas à une société qui se voudrait une société de morale, une société d'amour, une société de solidarité, une société de partage. C'est ce qui me fait peur et en fait, je me demande vers quel avenir nous allons. Alors, certains disent que ça fait partie de l'évolution même du carnaval. D'ailleurs, d'autres comparent le carnaval guadeloupéen avec, par exemple, celui du Brésil, de Trinidad, etc., pour dire que notre carnaval n'est pas plus violent que notre carnaval. Oui, au contraire. Oui, mais au moment où le carnaval de Rio, par exemple, au Brésil, qui est un immense pays, et au moment où, dans ce carnaval de Rio ou du Brésil, on parlait de violence, nous avions peur de ce carnaval, nous avions peur de la multitude, de la foule, de la dimension. Ce n'était pas du tout la même chose. Moi, j'ai connu, quand j'étais adolescent, des carnavals. J'ai eu l'occasion de défiler dans les défilés du lycée Gévry-Riache à Basse-Terre, ou même dans d'autres défilés en Guadeloupe, où les choses ne se passaient pas comme ça du tout. On ne se sentait en sécurité. Aujourd'hui... Alors certains vous diraient que c'était un temps. Oui, c'était un temps, mais c'est un temps que je regrette énormément. C'est lié à l'évolution du pays, mais on pourrait lier ça aussi au fait qu'il y a une espèce de délitement des mœurs, une espèce de non-attachement ou de détachement par rapport à une situation, à un pays, à une culture, à un respect de soi, à une transmission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment s'y prendre avec la population. Il me semble qu'il y a, et j'en ai beaucoup parlé, il y a le délitement de ces choses que nous avions en commun et qui ont tendance à disparaître aujourd'hui. Et ça, c'est très inquiétant. Mais ce n'est pas seulement au niveau du carnaval, c'est au niveau de la vie de tous les jours, de la considération que nous pouvons avoir l'un vis-à-vis de l'autre. Par conséquent, cela m'inquiète, non pas de manière ponctuelle, mais pour l'avenir du pays. Que faut-il faire alors? Mais je ne sais pas ce qu'il faut faire parce que, comment je vais dire, un pays se renouvelle, un esprit se renouvelle, un pays se renouvelle lorsque les gens de ce pays ont le sentiment de mettre quelque chose en commun. C'est-à-dire que nous n'avons plus ce travail que nous mettions en commun. L'esprit de solidarité de la cour, de la campagne, de l'entraide, du don et du contre-don. Et le don n'était pas seulement un don matériel, mais c'était aussi une forme d'échange, disparaît énormément au profit d'un individualisme où chacun se débrouille. D'ailleurs, tant que puisque nous prenons de plus en plus notre culture, ce qui nous façonne l'esprit sur les réseaux sociaux, eh bien, nous avons tendance à nous enfermer sur nous-mêmes et à nous dire, en ces temps difficiles de crise économique,
de chômage, etc. À chacun pour sa gueule, quoi. Chacun se débrouille. Oui, quand on n'a pas de perspective, quand on n'a pas Ça, c'est très important. de vision à court, je dirais moyen ou long terme, forcément, on essaye de s'adapter aux situations comme on peut, puisque on n'a vraiment pas de quoi s'accrocher. Mais j'étais l'un de ceux qui disait et qui dit encore qu'il faut que nous ayons quelque chose à mettre en commun. Lorsque, par exemple, j'ai dit il y a quelques années, vous vous rappelez, c'était avant le Covid, à l'un des congrès du département et de la région, où il s'agissait de discuter de fiscalité, d'avenir pour la Guadeloupe, et que nos élus avaient choisi la politique de l'emploi, la politique fiscale, etc. Je leur disais, mais il faut que nous ayons, la fiscalité doit être au service d'un projet de développement économique, un projet avec des objectifs, avec un récit du développement, avec une quantification de nos moyens et la mise en perspective de ces moyens, de sorte que nous puissions privilégier des secteurs de développement. Nous avons abandonné l'agriculture, sauf en nos grandes terres. Nous avons abandonné la capacité d'informer la matière, c'est-à-dire de faire les choses avec les mains. Aujourd'hui, je comprends, tout le monde veut peut-être, beaucoup de gens veulent être fonctionnaires, mais je prends un exemple. Pourquoi? Je prends un exemple. Dans la banane, par exemple, il y aurait 200 emplois à pourvoir en Guadeloupe. J'ai un ami qui est producteur de bananes qui me dit, mais si nous n'avons pas les travailleurs étrangers, nous ne pouvons pas produire la banane en Guadeloupe. Et pourtant, le métier a bien évolué. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une espèce de... Max Mathiasin, mais il y a quand même une vérité qu'il faut dire. Est-ce que cette personne qui vous dit oui, mais dans la banane, il y a de quoi payer, est-ce que cette personne voudra payer le Guadeloupéen qui travaillera sur ces terres au juste prix, je dirais, le juste salaire? Non, parce que quand on a des travailleurs étrangers, on sait bien qu'on peut les payer. Non, je ne crois pas que ça soit la problématique soit là. Il y a une hiérarchie aujourd'hui des valeurs, une hiérarchie dans le travail, et c'est vrai que historiquement, nos parents disaient qu'ils avaient travaillé à la dure, dans le dur labeur de la canne, de la banane, etc. Le travail bon marché, ils disaient qu'il faut trouver quelque chose qui soit moins dur. Je ne voudrais pas que mes enfants connaissent les mêmes choses. Et c'est vrai que lorsqu'un peuple ne produit plus, quand vous ne produisez pas, quand vous n'avez pas de rapport à la terre, ou très peu, quand vous n'avez pas de rapport peut-être à la matière, au bois, à tous ces éléments qui sont très vivants, eh bien, nous avons tendance à aller vers ce peuple a tendance à aller vers un délitement de sa culture. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous jouons du goka que nous nous consolidons dans notre culture. C'est-à-dire que nous avons eu sans doute le goka, le quadrille, il y a eu Kassav, mais depuis, est-ce que vous avez remarqué que même du point de vue de la production, d'une certaine production culturelle, vous avez remarqué, comme moi, une forme d'appauvrissement. Alors, évidemment, moi, quand je dis cela, ça semble sortir de la langue de bois, ça semble être des généralités, mais je suis sûr que beaucoup de Guadeloupéens le ressentent comme moi. Oui. Maintenant, parlons... alors, vous dites, pour le carnaval, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien à faire. On aura beau mettre des forces de l'ordre supplémentaires, mais toujours est-il que nous sommes encadrés par des forces de l'ordre où, pour la plupart, ce ne sont pas des Guadeloupéens d'origine. Je ne sais pas si il faut remarquer que nous réclamons de plus en plus de sécurité. Et quand nous en sommes à réclamer de plus en plus de sécurité, nous avons tendance aussi à nous vouer, nous qui disons qu'il faut consommer local, qu'il faut que les Guadeloupéens produisent et s'entendent entre eux, etc., eh bien, prennent leurs affaires, des responsabilités. Et nous en demandons toujours plus pour notre sécurité.
Maintenant, que pensez-vous de la grève de l'EDF? La Une grève, grève qui dure et perdure. oui, alors, vous savez, moi j'ai vu le cahier de revendication qui a été déposé, je crois, dans le courant du mois de décembre. Je me suis rendu compte que l'ensemble, quasiment l'ensemble des revendications étaient adossées à des points de droit du Code du travail. Donc, je me suis interrogé, je me suis dit, s'il y a tant de références à des articles du Code du travail, c'est qu'il y a un problème d'application du Code du travail. Moi, j'ai toujours pensé que le droit était le droit et qu'on devait l'appliquer. Donc, vous avez sans doute vu comme moi, vous qui êtes journaliste, ce cahier de revendication. Le deuxième élément, c'est personnellement, je discute avec les uns et les autres. Et j'ai discuté avec celui qui prend la parole souvent pour représenter le syndicat. C'est Jimmy Télémac que je connais personnellement. Je le connais personnellement. Je le tiens pour quelqu'un de sérieux. Je le tiens pour quelqu'un de sérieux et de rigoureux. Cependant, cette grève dérange énormément la population. Les personnes âgées, les personnes qui se retrouvent toutes seules chez elles et qui sont, au départ, c'était 1 heure de coupure. La semaine dernière, on a subi, vendredi, par exemple, dans la nuit de vendredi à samedi, ça a été 6 heures de coupure à ADR. Donc, je me mets à la place, par exemple, de ma mère qui a 93 ans et qui peut être inquiète. Je sais que beaucoup de personnes âgées, beaucoup d'enfants, de personnes malades, On a etc. vu la grogne des restaurateurs. Des restaurateurs, parce que nous sortons du Covid et Dominique Virassamy, mon ami du SNEG, le président du SNEG, l'a dit ce matin. Je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, à juste titre. Nous sortons du Covid. Quand vous perdez une part du chiffre d'affaires qu'il faut pour équilibrer votre activité, quand vous n'arrivez pas à vous payer vous-même, quand, par exemple, la sécurité, les organismes de sécurité sociale, c'est-à-dire qui perçoivent les charges patronales, les charges salariales, vous font des moratoires, et bien les moratoires ne continuent pas jusqu'au bout. Donc là encore, nous sommes sur un tissu économique extrêmement fragile. Mais comme je vous le disais, j'ai discuté avec M. Télémac, et il m'a dit qu'il y a peut-être 1 ou 2 points d'achoppement encore. Alors, ce que je demande, c'est que d'un côté comme de l'autre, j'en appelle à la conscience, j'en appelle au bon sens, et je demanderai à ce que chacun fasse un pas. Je sais qu'ils étaient en négociation aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. C'est ça le plus difficile. Ben, c'est ça le plus difficile, mais c'est ce qui permet... peut-être que quand on pose un cahier de revendication, on peut ne pas tout obtenir. Vous vous rappelez les grèves qu'il y avait eu en Guadeloupe dans les années 1998, 2000, jusqu'à 2003, 2004 pour les collectivités territoriales. Il a fallu trouver des portes de sortie et on a trouvé... moi, j'étais dans une collectivité... Mais alors, vous parlez d'un temps, d'une époque, mais n'avez-vous pas, Max Mathiasen, l'impression que c'est... d'année en année plus difficile d'arriver à se sortir d'une grève? Oui, c'est peut-être que les positions se durcissent, mais d'une manière générale, il y a de plus en plus d'intransigeance au sein de la société guadeloupéenne. Chacun s'arc-boutant sur sa position. Peut-être qu'il faut trouver un compromis. Peut-être qu'il faut aller vers un échelonnement des choses. Je ne sais pas. Je ne suis pas syndicaliste. Les syndicalistes ont leurs préoccupations, mais ce que je dis tout simplement, c'est que j'en appelle au bon sens de chacun. Autre préoccupation, la réforme des retraites. Alors là aussi... La réforme des retraites, vous vous souvenez que le président Macron avait dit je ne toucherai pas, cette réforme n'est pas nécessaire, oui, etc., quand il avait été candidat la première fois. Ensuite, il a voulu faire une réforme pour la retraite par points. Et puis, il a repris ce dossier. Je crois que quand moi je regarde l'ambiance, je n'avais jamais vu ça à l'Assemblée nationale. L'ambiance est survoltée. Il y a des noms d'oiseaux qui volent. Il y a voire une forme de violence verbale. Moi, j'essaie de garder mon calme dans tout ça et je me bats pour 2 ou 3 petits... Parce que, en fait, il y a des gens qui disent il faut retirer la réforme. Bon, alors bien entendu, ce texte, peut-être qu'il va être retiré, mais je ne sais pas si... Moi, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, le président de la République et son gouvernement entendent la rue. Et pourquoi je le dis?
parce qu'ils ont quasiment, si le texte, ils ont l'arme du 47.1, 47.3, 49.3, et puis il y a, on l'a testé la semaine dernière, on s'est aperçu que la droite votait avec votait avec la majorité, ce qu'on appelle la majorité Renaissance, et plus le MoDem. Donc, il risque d'y avoir de se dégager une majorité si on allait jusqu'au vote. Alors, moi, je me bats pour 2 ou 3 petites choses très importantes en attendant. Le premier point, c'est bien sûr le réajustement de la retraite, des retraites pour nos concitoyens, puisque, comme vous le savez, les retraites sont à peu près de 200 € inférieures à la retraite dans l'Hexagone, aux retraites dans l'Hexagone. Et puis, il y a également la pénibilité. Moi, ce qu'on peut critiquer dans cette loi, c'est qu'il n'y a pas de visibilité. Le gouvernement dit, par exemple, je prendrai en charge, je tiendrai compte de la pénibilité, mais en fait, ce n'est pas défini. Et réellement, donc, il y a le flou, et puis il y a le fait que je suis profondément persuadé qu'à 64 ans, c'est pour travailler la terre moi-même, parce que je suis quelqu'un je suis resté attaché à la terre, je cultive, enfin, etc. Et je sais que ça peut être pénible. Et puis, je souffre de certains mots que je ne connaissais pas quand j'étais plus jeune. Bon. Et par conséquent, je pense qu'il faut tenir compte de ça. Et puis, nous nous battons également, et pas que moi, pour la prise en compte des 40% moyennant des cotisations, bien sûr, hein, dans la retraite de nos fonctionnaires. Alors, c'est vrai que cette émission ne suffira pas si on ouvre le dossier de la retraite. Mais est-ce que, honnêtement, cette retraite actuelle, qui est une retraite par répartition, n'arrive pas à sa fin? On sait bien que plus il y aura de chômeurs, moins il y aura de personnes qui cotiseront pour la retraite de ceux qui partent ou qui sont déjà partis. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de tourner en rond? Il aurait fallu... Alors, est-ce que le vrai problème n'est pas ailleurs? Oui, mais nous disons qu'il aurait fallu qu'il y ait une vraie concertation, un vrai débat. Or, le gouvernement parle de concertation. Je ne parle pas de négociation, mais la concertation, c'était à prendre ou à laisser. Ça, c'est une première chose. Le corps dit que sur les, je ne sais pas, les 4-5 quelques milliards qu'il faut pour la retraite, le déficit pourrait avoisiner les 12 millions, ce qui est epsilon en réalité aujourd'hui. Par conséquent, il aurait fallu réfléchir à un système. Mais capitalisation et répartition. Peut-être les deux. Peut-être les deux, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il aurait fallu prendre le temps, non seulement de la concertation, mais de la consultation véritable. On passe de la retraite par point, vous vous rappelez? Oui. Brusquement, le projet arrive très très rapidement, comme si c'était une mission absolument irréfragable, qui consisterait à se dire, bon, il faut absolument que je vote cette réforme. Et le problème, c'est que 70% des Français sont contre. Ils sont contre parce que, surtout sur la question de l'âge, mais ils sont contre parce qu'ils ont le sentiment qu'il n'y a pas eu suffisamment de concertation et qu'ils ne comprennent pas. Alors, quand les gens ne comprennent pas et ne sont pas en phase avec ceux qui les gouvernent, ça crée des dislocations. Mais pour l'instant, on est dans une impasse. On est dans une impasse, mais comme je vous le dis, en attendant, nous, on essaie de se faire entendre. On n'est pas nombreux. J'aime bien, on essaie de se faire entendre. Oui, mais comme tous les députés d'ailleurs, puisque c'est le gouvernement qui a l'initiative de la loi. Vous avez remarqué que nous avions, sur la question du budget de la mission Outre-mer, des Outre-mer, oui. Nous avions fait pour la première fois adopter 200 millions d'euros de plus. Et finalement, seul à l'issue du 49.3, seuls 53 millions ont été retenus. Et votre serviteur a l'honneur de vous dire qu'il a été très actif, parce que ce sont pour la plupart mes amendements, des amendements que j'avais présentés qui ont été retenus pour ces 53 millions. Vos relations avec le gouvernement se sont-elles améliorées ou dégradées?
Ni le, ni... Je parle non, alors, des parlementaires. Oui, alors pour moi, je parle pour moi, je ne sais pas quelles sont les relations de nos parlementaires. Je sais que moi, je suis très bien avec le ministre Monsieur Darmanin. des Outre-mer. Non, non, je parle de Monsieur Carenco. Je ne l'appelle pas ministre délégué, puisque de toutes les façons, il aurait fallu que nous ayons un ministère, je vais dire, de plein exercice. Sauf qu'on nous a donné un ministre délégué. Mais M. Carenco a l'avantage, disons, de connaître un peu, de connaître bien la Guadeloupe, puisqu'il y a travaillé pendant plusieurs années. Pour vous, un ministre délégué, c'est un sous-ministre? On aurait, je ne vois pas pourquoi. Et selon quel dessein on rompt avec une tradition qui avait été établie. M. Macron a rompu avec une tradition qui a été établie, où on avait eu des ministres de plein exercice. On avait eu des secrétaires d'État à un moment. Et puis, vous savez que M. Lurel a été ministre de plein exercice, et Mme Panchard, Mme Paul Angevin, pour ne citer que Mme Erika Barrès de La Réunion, Mme Girardin de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce sont des personnes qui avaient une grande capacité de comprendre, peut-être pas d'agir, mais de comprendre la situation de nos concitoyens. Il faut y revenir. Je ne sais pas s'il faut y revenir. Je sais tout simplement que M. Darmanin n'a pas l'air de connaître véritablement la sensibilité ultramarine. Parce que souvenez-vous que lors des grosses manifestations en Guadeloupe du mois de novembre de l'année dernière, son premier soin avait été, c'était en 2021, son premier soin avait été de se dire, je vais envoyer le GIGN pour établir l'ordre, je vais envoyer... Ces propos vous ont irrité, vous ont peiné, vous ont... À propos de sa sortie sur l'esclavage? Oui. Ça m'a, je ne dirais pas irrité, ni énervé, ni peiné, non. J'ai senti une forme d'atteinte à ce qu'il nous reste. En fait, quand on ne vous donne pas grand-chose, alors que cela vous est dû, je veux dire, le gouvernement, M. Macron avait dit, dans chaque projet de loi, et c'est ce qu'avait dit Mme Borne aussi, dans chaque projet de loi qui serait présenté, il y aurait un volet ultramarin. Nous ne voyons rien venir. Bon, comme nous ne voyons rien venir, nous battons. Et on avait demandé aussi, par exemple, sur la loi, sur l'accélération, concernant la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, on avait demandé, du fait que nous soyons zone non interconnectée, on avait demandé un volet spécifiquement ultramarin avec les potentialités qui sont les nôtres pour plus d'indépendance énergétique. Eh bien, ça n'a pas été entendu. Donc, quand je l'entends prononcer de tels propos, je me dis c'est une façon bien légère de comprendre l'histoire, tout simplement. Et donc, je me dis que c'est tout ce qu'il nous reste et je ne peux pas laisser quelqu'un nous le prendre. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai une réaction qui est une réaction vive, mais ce n'est pas une réaction, contrairement à ce que l'on pourrait croire, et aux images que l'on a vues, ce n'est pas une réaction de colère, c'est une réaction d'indignité et de fermeté. Parce qu'il faut rétablir, remettre l'histoire à sa place et puis réduire les êtres humains en esclavage, alors que c'est un système qui avait déjà été aboli en Europe. Et ce n'est pas une chose qui puisse glorifier ni les uns ni les autres. Vous avez dit, nous nous battons, vous parlez des parlementaires. Avec quelles armes vous battez-vous? Eh bien, on se bat d'abord avec l'arme intellectuelle, parce que nous sommes des parlementaires, comprendre la loi, faire des propositions. Nous nous battons par la solidarité. Vous avez entendu parler sans doute de notre rassemblement qui a eu lieu en Guyane au début du mois de janvier. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que, avec l'examen du budget des Outre-mer, où nous étions tous solidaires, avec le bloc que nous formons quand nos intérêts, les intérêts de nos pays sont en jeu, eh bien, nous sommes beaucoup mieux entendus. Nous avons réussi à faire voter, grâce au groupe socialiste, mais surtout dans sa niche parlementaire, mais au député Adjar de la Martinique, qui a porté le texte,
avec moi-même qui a été orateur de ce texte pour mon groupe, le soutien d'Olivier Servat qui fait partie de mon groupe, mais les autres aussi, Christian Baptiste, Élie Califère et tous les autres députés, nous avons réussi à faire adopter cette enquête parlementaire sur la question de la vie chère dans les Outre-mer. Alors, vous avez très peu de temps. Malheureusement, nous sommes quasiment arrivés. Le temps passe trop vite, madame. De cette émission. Quand nous conversons, vous et moi. Que reste-t-il de cette rencontre en Guyane? Alors, il en reste le fait que nous ayons parlé de nous et qu'en Guyane, j'ai découvert une chose extraordinaire, c'est que la Guyane, qui est un grand pays, parce qu'il faut savoir que la Guyane est quasiment de la superficie du Portugal, à 10 000 km² près, et bien que les gens en Guyane avaient pris conscience de leur potentialité. Mais vous étiez entre vous parlementaires. Parlementaires ou ultramarins. Non, nous sommes allés à la rencontre de la population parce que nous avons fait plusieurs rencontres dans les communes, etc. Mais surtout, nous avons terminé par une présentation de nos conclusions à l'université de la Guyane, dans l'amphithéâtre qui était bondé. Et la deuxième chose, c'est que nous nous retrouvons comme une forme de réflexe. Et d'ailleurs, regardez comment, avec quelle promptitude, nous avons tous signé, enfin nous avons été 19 parlementaires à signer, à nous indigner par un communiqué de presse face aux sorties du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, M. Darmanin. Et puis, nous avons rappelé à la Première ministre que nous désirons profondément la rencontrer, puisque nous lui avions demandé un rendez-vous, mais elle ne nous avait pas encore répondu. Mais je crois que cette demande n'était pas parvenue jusqu'à elle, et donc elle va nous recevoir très bientôt. Nous sommes beaucoup plus forts quand nous sommes unis. Très bientôt, c'est quand? Je pense que dès lors qu'on aura fini l'examen du texte sur les retraites, examen qui doit aller encore, qui sera terminé dans une semaine à l'Assemblée nationale, je crois que, puisqu'elle a demandé à son cabinet de nous fixer ce rendez-vous. Merci Max Mathiasin d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission politique. Excellente soirée à tous. Merci.